Rafael Nadal qui doit se mettre en mode grand chelem à l'approche de l'US Open, Medvedev ou Alcaraz pour le titre à Cincinnati. Et enfin, on se projettera justement sur le match de Carlitos contre Cameron Norrie en quart de finale. C'est le programme de votre crème liftée à Cincinnati. C'est parti, jingle. Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Constantin et bienvenue sur Games Talk. J'aide les passionnés de tennis comme vous à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à smatcher le bouton pour vous abonner. Dans cette vidéo, comme tu l'auras compris, nous allons revenir sur les déclarations de Rafael Nadal après sa déconvenue contre Borna Coric. On passera en revue également tous les huitièmes de finale qui ont eu lieu pour derrière se projeter sur les quarts de finale et notamment celui entre Alcaraz et Cameron Norrie. Donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo si tu veux connaître notre pronostic. En entrée, on va tout de suite commencer par les déclarations de Rafael Nadal après sa déconvenue contre Borna Coric à Cincinnati. Une défaite finalement logique, sachant que le Mallorquin revenait quand même d'une blessure aux abdominaux contractée à Wimbledon. Ça écourte un petit peu sa préparation pour l'US Open où je pense qu'il avait besoin de temps de jeu, de match. Après, on a vu un Ibérique très précautionneux dans son match contre Borna Coric où vraiment il n'avait aucune agressivité dans ses frappes. On le sentait un petit peu sur la retenue, que ce soit au service ou dans son jeu du fond du court, où vraiment il avait besoin de se tester pour voir s'il était apte à tenir le rythme de la compétition suite, comme je te le disais, à cette déchirure qu'il a eue aux abdominaux. Donc voilà ce qu'il a déclaré en conférence de presse. C'est difficile de tirer beaucoup de choses positives de cette rencontre, c'est la vérité. Ce n'est pas un très bon match à l'évidence, mais j'ai eu mes chances. Dans le tie-break du premier set, qu'il perd 11-9, j'ai eu 2 balles de set que j'ai mal joué et puis j'ai disputé un mauvais troisième set. Historiquement, ce tournoi a souvent été difficile pour moi. Je suis désolé d'avoir perdu d'entrée, mais c'est le tennis. Je reviens d'une période compliquée, donc c'est facile à accepter de féliciter Borna qui a mieux joué aujourd'hui. Je dois m'améliorer, je dois m'entraîner, je dois mieux retourner. J'ai besoin de temps. Quand on revient comme ça, si on peut gagner le premier match, les choses s'améliorent derrière. Mais je n'ai pas réussi à le faire. Il est évident que je n'étais pas assez prêt. Tu perds, tu passes à autre chose. Je connais ce chemin. J'ai pu avoir une semaine d'entraînement ici en faisant de mieux en mieux chaque jour. Beaucoup mieux que la façon dont j'ai joué aujourd'hui, pour être honnête. Je dois aller de l'avant mentalement. Je dois commencer à me mettre en mode grand chelem. L'essentiel pour moi est de rester en bonne santé. C'est une blessure difficile à gérer. Pour être honnête, une déchirure à l'abdomen, vous ne savez pas quand c'est complètement terminé. Quand on a une cicatrice, elle n'a pas assez de flexibilité. Alors on la sent, mais on ne sait pas si on la sent à cause de ça ou si c'est parce que quelque chose ne va pas bien. Je vais probablement faire quelques tests pour m'assurer que tout se passe comme je le veux. Donc voilà, Nadal qui avoue que c'était pas son jour, qu'il a joué contre un très bon Borna Coric. Également, le fait qu'il va devoir se préparer mentalement quand même à passer en mode grand chelem, c'est-à-dire se régler dans les premiers tours pour monter progressivement en puissance. Également, le fait qu'il ait cette épée de Damoclès par rapport à cette déchirure qu'il a eue, qu'il la sent toujours, mais il ne sait pas si c'est normal ou non, d'où le fait qu'il va faire des examens supplémentaires. En tout cas, par rapport à cette saison 2022, Rafa a toujours eu du mal quand même sur ses tournois de reprise. Je rappelle qu'en début d'année, dans l'exhibition d'Abu Dhabi, il a perdu ses 2 matchs contre Andy Murray, contre Shapovalov. Derrière, ça n'empêche pas de gagner quand même l'Open d'Australie. Pareil, avant Roland Garros, où il y a eu cette alerte à Rome au pied contre Shapovalov, il gagne également le tournoi parisien. Et ensuite, à Wimbledon, 0 préparation. Et finalement, il doit être forfait pour son match contre Nick Kyrgios en demi-finale. Donc des démarrages qui ont été compliqués, mais finalement, il est invaincu en majeur. À voir s'il arrive à faire de même à l'US Open, où ça va être quand même compliqué par rapport à ses sensations du moment. Mais comme il le dit, s'il arrive à gagner 1 ou 2 matchs et monter progressivement en puissance, pourquoi pas, d'autant plus qu'il connaît le processus, il l'a expérimenté et réalisé plusieurs fois cette saison. Et par rapport au classement, à moins que Carlos Alcaraz s'impose à Cincinnati, et auquel cas il serait tête de série numéro 2, et donc Rafael Nadal tête de série numéro 3, par rapport au fait d'être tête de série numéro 1 ou 2, ça ne change pas grand-chose, sachant que dans le tableau, les 2 têtes de série sont mis aux extrêmes. Donc c'est pas ce qui va non plus jouer par rapport au fait d'être numéro 1 mondial ou numéro 2 par rapport à son potentiel tirage au sort pour l'US Open en tout cas. Pour le plan, on va passer en revue les différents huitièmes de finale qu'on a eu à Cincinnati, à commencer par la victoire de Medvedev contre Shapovalov, 7-5, 7-5. Sans être exceptionnel, le Russe, comme depuis le début de cette tournée US, d'ailleurs, même s'il s'impose à Los Cabos, il perd d'entrée contre Nick Kyrgios à Montréal, il a fait le job face à un Shapovalov encourageant par rapport à ses dernières sorties. On a vu un Canadien qui jouait de mieux en mieux. Côté Daniil, toujours ce manque de consistance côté coup droit et également au service où il a quand même commis 5 doubles fautes.
Au prochain tour, il jouera Taylor Fritz qui s'est imposé contre Andrei Rublev 6-7, 6-2, 7-5. Rublev qui par la même occasion va sortir du top 10, sachant qu'il était finaliste ici en 2021. Et Fritz confirme sa très belle année 2022 où il montre vraiment ses progrès qu'il a réalisés depuis quelques mois. Il n'a pas été breaké une seule fois de la rencontre. Il a sauvé les 6 occasions de break qu'a eu son adversaire. Dans le troisième set, Andrei Rublev a quand même été beaucoup plus menaçant à la relance que Taylor Fritz, mais c'est finalement l'Américain qui a pris le meilleur sur le Russe. Tsitsipas s'impose facilement contre Schwartzmann, 6-3, 6-3, une performance encore solide du Grec qui va quand même falloir se relancer pour lui. C'est vrai qu'on l'avait un petit peu quitté des radars. Il s'était imposé à Monte-Carlo. Il a fait une bonne préparation sur terre battue. Derrière, il y a eu ses sorties de route à Roland-Garros et Wimbledon. À voir s'il a pu refaire du jeu pour se relancer sur cette fin de saison. Isner s'impose contre Sebi Korda 7-6, 1-6, 7-6, 20 ace de Big John qui finalement n'a pas réussi à breaker une seule fois son adversaire mais qui a mieux géré les tie-breaks. Donc un match intéressant entre Tsitsipas et Isner qui arrive en quart de finale. On sait les lacunes côté revers et à la relance du Grec. Cameron Norrie a fait redescendre Shelton, l'Américain, 6-0, 6-2, seulement 47% de première balle pour le joueur US. Un match très compliqué à manœuvrer pour lui, surtout pour ces petites pépites là qui sont en train d'éclore. Arriver contre Cam Norrie, même si c'est pas le meilleur joueur du circuit, c'est un joueur très régulier, très stable, qui finalement c'est compliqué par rapport à ces joueurs qui arrivent loin dans le tournoi. Finalement, ça les fait facilement déjouer en plus avec son jeu atypique, ce coup droit très bombé, ce revers pris très à plat. Et l'Américain n'a pas réussi à exprimer son jeu, trop tendu devant son public, et Cameron Norrie en a profité. Alcaraz retrouve des couleurs en s'imposant contre Marin Cilic 7-6, 6-1, hormis ce vilain jeu à 5-4 où il servait pour le premier set où il fait 3 doubles de suite et il se fait débreaker, qui n'a aucune conséquence. Alcaraz commence à retrouver des couleurs petit à petit. On retrouve le Carlitos qu'on connaît, même s'il y a toujours un petit peu cette pression sur ses épaules. On voit un petit peu anxieux, mais là c'est quand même beaucoup mieux. Il a surtout cette capacité à rebondir. Après une déconvenue à l'Open d'Australie, il fait Indian Wells et Miami en jouant un très très haut niveau. Pareil, à Monte-Carlo, il sort d'entrée pour derrière aller s'imposer à Barcelone, à Madrid. Et là, après cette sortie de route contre Tommy Paul à Montréal, à voir s'il va enchaîner à Cincinnati comme il le souhaite. Et enfin, tout en bas, Auger-Aliassime s'est imposé contre Yannick Sinner, 2-6, 7-6, 6-1. On a un Yannick Sinner qui a obtenu 2 balles de match dans le deuxième set à 6-5 qu'il n'a pas su convertir. Et derrière, il va un petit peu s'écrouler mentalement contre un Canadien qui va être porté par son service, 14 ace, qui quand même jouera le 4e quart de finale consécutif en Masters 1000. Donc ça, c'est pas rien pour Félix Auger-Aliassime qui certes a des jours où il est totalement à l'ouest. Je pense notamment à son quart à Montréal où il passe totalement à côté contre Casper Ruud. Mais là, ça a été quand même très solide dès qu'il a pris le dessus sur Yannick Sinner en se montrant beaucoup plus agressif, en dominant la filière courte, en faisant son service plus simple. Il a totalement fait déjouer l'Italien qui après a commis beaucoup trop de fautes directes et qui était un petit peu douché finalement par ces 2 balles de match qu'il n'a pas su convertir. Et enfin, Borna Coric a très bien su rebondir après sa victoire contre Rafael Nadal 6-2, 6-3 contre Bautista Agut. Et après son opération, c'est de la dynamite, son épaule, 16 ace. C'est le 14e match de sa carrière où il inscrit au moins 16 ace. Par contre, c'est sa meilleure performance en si peu de jeux. 8 jeux de service disputés, 16 ace. Donc ça fait 2 ace par jeu. Chapeau à Borna Coric. Petit mot quand même chez les dames où Madison Keys sort Iga Swiatek 6-3, 6-4. Keys qui a mené quand même 5-0, 40-30 dans le deuxième set, qui aurait pu faire une bulle à la Polonaise. La Polonaise qui a du mal après son incroyable série, qui commence un petit peu à redescendre elle aussi. On sait que durant cette série, elle était incroyable au service, côté coup droit. Là, c'est un petit peu moins consistant et ça se voit dans ces matchs où elle peut perdre un petit peu le fil de la rencontre et ses adversaires en profitent. Après, sur 5 de ces 6 défaites, avant celle du coup contre Madison Keys, sachant que c'est la 7e défaite de la Polonaise en 2022, il y en a eu 3, ça a été les futurs lauréates et 2 les futurs finalistes. Donc seule Alizé Cornet n'est pas allée en finale ou n'a pas décroché le titre à Wimbledon, ce qui fait que ça fait 5 chances sur 6 quand même à Madison Keys de rallier au moins la finale à Cincinnati. Celle qui continue de voler par contre, c'est Caroline Garcia qui s'impose contre Mertens 6-4, 7-5 et au prochain tour, elle jouera Pegula qui s'est imposée contre Emma Raducanu. Enfin, pour le dessert, je vais me projeter sur le Alcaraz Norrie. Avant tout, laisse-moi te parler de notre partenaire BetClick. Si tu n'as pas de compte chez eux, lorsque tu t'inscris, tu peux utiliser le code GST en majuscule qui te donne accès à une offre de bienvenue. Si ton premier pari est perdant, il est remboursé à hauteur de 100 €
en free bet. Et en plus, tu peux avoir accès à BetClick TV pour voir l'intégralité des matchs à Cincinnati. Et nous, en contrepartie, on touche une petite rémunération qui nous permet de progresser de façon qualitative. Carlos Alcaraz contre Cameron Norrie, ça fait 3-0 pour l'Espagnol. Le dernier match, c'était justement à Madrid où ça avait fait 3-7, un match très accroché. Et c'est vrai que Cameron Norrie a les armes pour embêter un petit peu Carlitos. Je pense notamment à son jeu atypique, son coup droit de gaucher très lifté sur le revers de son adversaire qui peut le gêner. On sait que Carlos n'aime pas les balles bombées sur son côté revers. Il a tendance à aller trop rapidement à la faute, il a du mal à la négocier. On se rappelle tous de ce match contre Albert Ramos à Roland-Garros où l'Espagnol avait exposé les lacunes de son adversaire. Et après, il a ce revers, le Britannique, très à plat, frappé très tendu, qui rebondit très peu sur le coup droit du coup de Carlos Alcaraz. Et c'est pourquoi il l'avait gêné un petit peu à Madrid avec cette tactique-là. Après, Alcaraz semble retrouver ses sensations, son niveau de jeu. Donc ça risque d'être un bon match. Également pour Cameron Norrie, il va devoir gérer la relance, notamment sur les secondes balles de Carlitos. On sait qu'Alcaraz aime cette seconde kické qui fait reculer ses adversaires. Ou derrière, généralement ses adversaires ont du mal à la négocier, ce qui fait que ça fait une balle courte à la relance et Alcaraz en profite pour attaquer et faire le point avec son coup droit. Là, Cameron Norrie devra trouver de la longueur, de la profondeur pour justement empêcher le service plus sain de Carlos Alcaraz et peut-être se procurer une balle courte à attaquer derrière. Donc voilà un petit peu les armes que peut avoir Cameron Norrie avec son coup droit de gaucher sur le revers d'Alcaraz, entraîné à la faute. Et également comment il va devoir négocier la relance de son adversaire. Après, on ne va pas se le cacher, Alcaraz a les cartes en main pour gagner ce match, à voir s'il continue sa montée en puissance. Quel visage également va proposer Cam Norrie dans ce match. Donc c'est pourquoi je vois une victoire quand même de Alcaraz en 3-7. Et toi, qu'en penses-tu? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires et nous, on se retrouve très vite pour continuer à débriefer ce tournoi de Cincinnati. D'ici là, porte bien. Ciao, ciao.